Donc en fait, tout est parti de Minecraft qui fait que j'ai eu un projet MS Design, qui fait que j'ai eu ce stage, qui fait qu'ensuite j'ai fait la vidéo, tout ça quoi. J'ai fait Pornic Nantes, Nantes Paris, Paris Dubaï, Dubaï Manille, Manille Cebu. Donc, moi je te jure, le moment où j'étais dans l'avion, j'étais assis comme ça là, je fais ok, là j'ai 16 heures de vol. Je fais putain, qu'est-ce que je fous là? Qui de mieux qu'un débutant qui est en train d'affronter les épreuves de débutant pour apprendre aux débutants à débuter? Bienvenue dans Ça déboîte, l'émission qui va au-devant des entrepreneurs pour comprendre leur parcours. Je suis Pierre-Yves Sorisseau et j'accompagne les entreprises, les artisans pour se développer grâce à la communication vidéo et plus encore. Aujourd'hui, on reçoit un invité qui m'est cher, que je connais maintenant depuis un petit moment, qui a un parcours, je trouve, comme beaucoup peut-être atypique, mais lui vraiment, il n'a pas perdu de temps pour ce parcours-là. Il a fait déjà beaucoup de choses, il a déjà vu beaucoup de pays aussi, et il a osé beaucoup de choses. J'ai envie de lui poser plein de questions pour apprendre à mieux le connaître. Je veux parler d'Hugo Mouillet. On dit Mouillet ou Mouillet? Mouillé. Bah, le problème, c'est que le E accent aigu majuscule ne se met pas sur le document officiel. Donc, sur tous les documents officiels, je m'appelle Hugo Mouille. Voilà. J'ai eu une super scolarité, c'était super à l'école. On s'est pas du tout foutu de ma gueule. Pas du tout. Mais a priori, même si on s'est moqué de toi, ça ne t'a pas empêché de... Voilà, on va pas tout spoiler, mais d'avoir un parcours assez sympathique. Trop de motivation. Donc si je te reçois aujourd'hui, c'est que tu as effectivement un esprit d'entreprise assez poussé. Malgré ton jeune âge, tu as quel âge? 22 ans. Là, j'ai bientôt 23 ans d'ici un mois. Je te propose de te présenter brièvement, puis après on va aller creuser un petit peu plus ton parcours. Aujourd'hui, quand tu te présentes, tu dis quoi? En général, je dis que je fais de la communication, mais ça s'arrête pas qu'à la communication. Pour résumer, en gros, je produis des vidéos pour des clients, je fais de la prestation de service, donc de la production vidéo, des publicités. Et à côté de ça, j'ai des projets que je développe, notamment un projet de surf. Et moi, mon rêve, ça serait de créer ma marque de surf. Donc pour ça, je voyage beaucoup, je fais du contenu sur le surf. Et ma spécialité, c'est vraiment construire un business qui va partir d'une audience sur Internet. Donc je fais du contenu qui est destiné à YouTube, aux réseaux sociaux. J'ai aussi travaillé pour des chaînes YouTube. Je travaille encore pour la chaîne Naotech, qui est une chaîne de review sur la tech. Et donc voilà, en fait, principalement, je dis que je fais de la production vidéo et que je fais des projets autour de ça. Ok. Donc vous comprendrez que si je connais Hugo, c'est au travers de la vidéo, entre autres. Si on refait le parcours, c'est que moi, justement, je regardais cette chaîne Naotech qui parle de technologie. Généralement, quand on est dans la vidéo, on est un peu technophile. Et je me suis rendu compte que le petit assistant de Naotech, au départ, habitait à côté de chez moi. C'est ça. Et je t'ai croisé sur les sentiers, en fait. Ouais, tu m'as croisé un matin quand on se baladait avec Karina, c'était ma collègue à l'époque. On se baladait tout simplement et puis là je vois un mec qui court et qui fait Karina, Hugo, j'adore ce que vous faites. Et puis hop, il est parti. C'est ça. Et après, je t'ai retrouvé sur les réseaux, puis on a commencé un petit peu à échanger, Ouais, c'est ça. etc. quoi. Ça, tu m'avais envoyé un email et c'est comme ça qu'on a fait connaissance et qu'on s'est capté après. Voilà, en te vous voyant, tout ça. C'est vrai. Moi, tu me voyais ou pas? Je me souviens plus. J'ai un doute, mais en tout cas, j'étais très solennel, très formel dans le ouais. mail pour le premier contact. Ah ouais, parce que moi à ça a dû te l'époque, faire un peu bizarre. Ah ouais, parce que moi c'est moi qui vous voyais les gens à l'époque. J'avais quoi? J'avais 20 ans. J'aimerais bien qu'on revienne pas mal en arrière et toi, je connais un peu ton parcours. C'est-à-dire que là, si tu as 22 ans et que tu as déjà fait tout ce que tu nous as dit là, c'est que tu n'as pas perdu de temps. Quel a été un peu ton parcours? Comment Hugo était quand il était petit? Et puis après, au niveau scolaire, qu'est-ce que ça a donné, quoi? Disons que la personne que je suis aujourd'hui, c'est pas du tout la personne que j'étais avant, entre guillemets. Moi, je dis ça comme si j'avais 70 ans d'expérience. Mais non, quand j'étais plus jeune, j'étais pas du tout comme ça, j'étais très introverti. Ouais. J'avais beaucoup de mal à parler aux gens, j'avais beaucoup de mal à parler aux filles, j'avais du mal à parler à tout le monde en général. Et j'étais même aussi pas mal harcelé quand j'étais au collège. Tout ça, c'était des années qui étaient très compliquées pour moi. Et puis, je sais pas, j'ai eu un déclic. Je crois même que je me souviens, je devais être en cours de français au lycée, un truc comme ça. Je me suis assis sur ma chaise comme ça, j'ai vu mes bras et j'ai fait oh putain, je suis tout mince. Je sais pas, j'ai pété un câble et je me suis inscrit à la salle de sport. J'ai commencé à vraiment m'intéresser un peu au développement personnel. Ça fait un peu cliché de dire ça, mais pourtant c'est vraiment ce qui est arrivé. C'est que je me suis intéressé à tout ça, j'ai lu des livres, j'ai travaillé sur moi. Et puis j'ai compris où est-ce que je voulais aller, ce que je voulais faire. J'avais créé ma première chaîne YouTube, là, MS Design à l'époque. Ouais. Qui était une chaîne sur de sur le motion design en général, c'est ça? C'est ça, voilà. Ouais. Et puis ouais, en fait, j'ai commencé à avoir des projets et je suis passé de la personne qu'on harcelait, où on se foutait de ma gueule, on se moquait beaucoup de moi à l'époque, à plutôt une personne, ça fait encore même bizarre de dire ça aujourd'hui, à qui on demande des conseils en communication, en entrepreneuriat, tout ça. Donc
Même encore aujourd'hui, je t'avoue, ça fait bizarre quand des gens me contactent sur Instagram ou par mail ou par je ne sais quel moyen pour me demander des conseils parce que c'est pas du tout de là d'où je viens. Moi, j'étais pas du tout. Au contraire, j'étais vraiment introverti et j'étais vraiment le profil de le petit garçon boutonneux tout fin, on se fout de sa gueule. C'était ça, tu vois. Ok. Donc voilà. Donc on peut remercier ce moment de grâce en cours de français. Ah bah ouais. Ouais. Prise de Ah, conscience. je sais pas pourquoi, prise de conscience, je me suis inscrit à la salle le soir même et puis depuis j'ai arrêté, je suis allé tout le temps, j'ai fait du sport. Donc la première chose en fait qui t'a permis de te sentir mieux, ça a été au travers du sport, du physique, Mhm. de te défouler, de te développer en fait. Ouais, disons que ce qui m'a permis de vraiment me sentir mieux à l'époque, c'était le sport et aussi un petit peu les projets et le jeu vidéo. Ok. Parce qu'à l'époque, je jouais, bon, peut-être qu'il y en a qui connaissent, je jouais à Minecraft. Je joue plus tout aux jeux vidéo aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais un fan de Minecraft, je passais mon temps à jouer à ça, donc j'avais construit un petit serveur où des gens pouvaient rejoindre ma partie avec des potes. Et du coup, c'était un peu mon échappatoire surtout dans cette grosse période où je me faisais pas mal harceler, c'était beaucoup mon échappatoire. Et ouais, du coup, c'était sport, Minecraft, et je commençais à vouloir communiquer sur le serveur parce qu'il fallait bien que je ramène des gens pour jouer avec moi. Donc j'ai commencé à apprendre comment faire du motion design, donc la production vidéo, mais vraiment on fait de l'animation en fait vidéo. Et c'est là que tout a commencé en fait. C'est là qu'après j'ai découvert le montage vidéo, l'animation, tout ça. Je me suis mis après à faire de la production vidéo et pas du motion design. Ouais. Et tout ça. Et on va dire pour toi, quelle a été la première fois où tu es vraiment sorti de ta zone de confort, où tu as tenté un premier gros projet dans cet axe-là de la vidéo, ou peut-être le premier contrat que tu as eu en fait? Ouais, le premier contrat que j'ai eu, ça devait être un contrat à 80 €, un truc vraiment minuscule. Parce que j'ai dû faire plein de contrats gratuitement avant. Ouais. Mais je crois que le premier contrat que j'ai eu, ça devait être. Je devais faire une animation pour un DJ Ouais. qui s'appelait King, je sais plus quoi, là. Un truc complètement pété. Et il fallait faire une animation, donc son logo c'était une couronne, et il fallait faire un espèce de spectre audio autour de la couronne qui s'anime en D'accord. fonction du son. J'étais payé 80 € pour ça, j'ai passé des jours entiers. Ça, c'était, je crois, mon premier contrat. Ok. Donc, bien sûr, à l'époque, rien déclaré. Moi, je savais même pas comment faisait une autre entreprise. À l'époque, je savais pas quoi. Donc, bon, bah, maintenant, je suis dans. Je suis en règle. T'étais pas encore majeur à ce moment-là. Ah là, je devais avoir 16 ans, je pense. Et justement, quand tu as compris ça, que tu as commencé à créer par toi-même, etc., est-ce que tu as décidé d'avoir un parcours scolaire qui te permettrait, je sais pas, de savoir comment on développe sa société, etc. Quel a été ton choix ensuite? Alors, en fait, j'ai fait un. C'est ça que je trouve ça hyper con dans le système scolaire. Non, vraiment, c'est trop débile. Je pense que tu vas être d'accord avec moi. J'étais parti faire c'était quoi déjà? Une première STI 2D, sciences et techniques de l'industrie et développement durable, à Nantes. J'ai pas du tout aimé. Donc, j'ai voulu changer et retourner en filière générale parce que ça me plaisait pas. Ouais. Et je voulais faire un bac S. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait au lycée? Ils ont regardé mes notes comme ça. Ils ont fait S, t'es pas assez bon pour aller en S, mais t'es pas assez mauvais pour aller en L. Donc on va te mettre en ES. Donc je me suis retrouvé en économique et social sans savoir pourquoi. Et du coup j'ai fait un bac économique et social. Je sais même pas te parler d'économie, je ne connais rien là-dedans. Mais voilà, ils ont juste, limite, ils ont pris un tableau Excel, ils ont fait une moyenne avec mes notes et hop, voilà, tu vas aller là. Enfin, c'est complètement con. Non, puis même pas, ça sous-entend qu'en fait, en fonction les filières, c'est en fonction du niveau, quoi. Ouais, c'est Si ça. t'es bon, c'est S, Ouais. un peu moins bon ES, et encore un peu moins Voilà. bon Et L. par Alors contre, que. en fonction de mes envies, ça on m'a pas demandé ça. C'est ça, vraiment, carrément. C'est juste tes notes sont comme ça, du coup tu vas là, c'est logique. Ouais. Quoi. Donc bah voilà, j'ai fait un bac ES. Je saurais même pas te parler d'SES, mais c'est comme ça. Et suite à ça, j'ai fait un DUT MMI. DUT que je recommande s'il y a des gens qui regardent et qui sont étudiants, c'est vraiment un Ça super consiste DUT. en quoi, en fait, ce DUT? Donc en gros, c'est métier du multimédia et de l'internet. Ok. Donc ça t'apprend à peu On près. se rapproche de ce que tu fais. Voilà, c'est ça. Ça t'apprend à faire de la communication, ça t'apprend à faire de la photo, de la vidéo, ça t'apprend à faire du graphisme, à faire des sites web aussi. Globalement, vraiment tout ce qui regroupe la communication sur Internet, etc. Après, c'est pas extrêmement spécialisé dans le sens où tu vois plein de choses différentes. Si tu as aussi envie de te spécialiser après par la suite, c'est toi qui choisis du coup quelle matière t'aura vraiment intéressé. Donc, mais à l'époque, là c'était marrant aussi, il faut raconter ça. Ouais, je suis très bavard. Vas-y, super. J'avais vraiment des notes pourries parce que ça m'intéressait pas. La SES, je sais même pas ce que je faisais là. Et du coup, je voulais faire un DUT MMI. Sauf que j'avais des notes complètement nulles à chier. Donc concrètement, j'ai postulé dans une dizaine de différents DUT MMI en France. Et j'ai été refusé dans quasiment tous les DUT. J'ai été accepté à mon 9e choix. Genre vraiment, mais tous les choix que j'ai fait, refusés. Donc je me suis retrouvé aller à Troyes, dans l'est de la France. Mais je remercie à fond le DUT MMI de Troyes parce que quand je disais au téléphone, parce qu'en fait, moi à l'époque, j'avais déjà mon projet de chaîne YouTube, donc Oui. MS Design, j'avais démarré ça quand j'étais au lycée. Ah, t'avais déjà commencé, d'accord.
Et j'ai été accepté grâce à ça. Littéralement, la personne que j'ai au téléphone m'a dit Hugo, on t'accepte, non pas parce que tu as des bonnes notes ou mauvaises notes, mais parce que tu as un projet. Et on trouve ça plus intéressant d'avoir un étudiant qui a un projet et qu'on veut accompagner dans ce projet plutôt qu'un étudiant qui a juste eu des très bonnes notes et qui s'en fout en fait du reste. Donc un conseil qui peut ressortir de ça, c'est en tout cas, si vous êtes dans un métier créatif ou en tout cas où vous pouvez commencer à produire, faut pas attendre les autres, quoi. Ah, mais il faut pas attendre les autres. Faut faire tout de suite. Pas du tout. Ah oui, non, mais c'est grâce à ce projet-là que j'ai été accepté en DUT. C'est vraiment parce que j'avais un projet où je faisais une chaîne YouTube sur le motion design qui m'ont accepté. Parce qu'ils trouvaient ça intéressant de m'avoir du coup avec eux. Donc je me suis retrouvé du coup à faire un DUT MMI. Après, pour être 100% honnête, c'est pas forcément le DUT MMI qui m'a amené aux opportunités que j'ai aujourd'hui. Parce que j'ai vraiment depuis toujours développé mon propre business à moi et mon entreprise et tout ce que je voulais. Par contre, ça m'a apporté beaucoup de contacts. J'ai eu beaucoup d'expérience parce que même les profs nous refilaient leurs clients parce qu'il y a des moments où ils n'avaient pas le temps pour faire leurs prestations. Du coup, ils filaient des élèves en qui ils avaient confiance. Du coup, j'ai fait des prestations avec des amis à l'UT. Enfin bref, c'était vraiment top, quoi. Des super années. Mais Donc, ça rejoint un peu l'idée que j'ai de l'éducation et de l'apprentissage, quoi. Ouais. En fait, il faut mettre un peu les mains dans le cambouis. Ouais, complètement. Et là, tu vas être confronté à des problèmes, des trucs que tu n'arrives pas à faire, mais quand tu es face à la difficulté, généralement, tu apprends très très vite, quoi. Ah, complètement. Quand tu n'as pas le choix, Ah bah, généralement, ça rentre bien. C'est ça aussi, des fois, des clients, ils me disent tu peux nous faire ça, Hugo, il y a ça et ça. J'ai aucune putain d'idée de comment faire son truc, mais je vais répondre oui, bien sûr. Bah, c'est pas grave, je vais apprendre. J'apprends. Bon, après, sauf si c'est dans la permaculture, ou là, ça Oui, voilà, si c'est un truc vraiment compliqué. Faut que ça reste, on va dire, je pense, dans les choses que t'aimes faire. Bien sûr, bien sûr. Mais il n'y a aucun doute que tu peux apprendre, quoi. Ah ouais, il y a une personne qui va me demander il faudrait cet effet spécifique sur la vidéo. Si je sais pas le faire, bah, je vais dire oui, pas de souci. Puis je vais apprendre à le faire. Comme ça, le client va être content. Puis moi, j'aurai appris un truc. Puis c'est parfait, quoi. Bah, si je suis content de t'interviewer aujourd'hui, parce que je trouve que t'es vraiment t'incarnes vraiment le truc de je commence par faire, tu vois, la pratique, et puis face aux complications ou face aux problèmes, bah, t'apprends au fur et à mesure, quoi. Donc forcément, tu prends des coups, tu te casses la gueule, il y a des trucs qui n'arrivent pas, etc. Mais je trouve que ça fonctionne quand même pas mal. Donc là, DUT MMI, ta première chaîne YouTube qui se développe, et ensuite là, est-ce que les opportunités sont venues à toi? Est-ce que tu t'es dit tiens, il faut que j'aille plus loin? Quelle a été la suite? Oh bah il y a eu plein de trucs. En gros, pour reprendre basiquement depuis le début, au tout départ, je faisais du motion design, donc des vidéos pour promouvoir mon serveur de jeux vidéo Minecraft. Ça, c'était la base. C'est vraiment de là où tout a commencé. Je voulais communiquer sur mon serveur de jeux vidéo. J'ai appris à faire des animations, à faire des textes en 3D, etc. pour dire venez sur mon serveur et voilà. Et suite à ça, je me suis spécialisé en motion design. Donc j'avais, je crois, 15 ou 16 ans à ce moment-là. Et avec mon ami Mathieu, on a décidé de créer une chaîne YouTube de motion design pour faire des tutoriels. Donc on s'est dit, chacun, on fait un tuto par semaine pendant 1 an. Et donc, du coup, on a sorti 2 vidéos par semaine pendant 1 an sur la chaîne. Et ce qui fait qu'au bout d'1 an, 2 ans, on est arrivé à 50 000 abonnés sur la chaîne MS Design. Et on est devenu l'une des premières chaînes motion design de France. À l'époque, j'avais à peine 19 ans. J'avais aucune idée de comment fonctionne un business. Je faisais même pas ça pour l'argent. Moi, c'était juste Oui, tu savais même pas que ça pouvait être monétisé, ouais, tout ça. C'est ça, exactement. Et le truc, c'est qu'on devait sortir un tuto par semaine. Sauf qu'on était débutants en motion design. Donc, il fallait que toutes les semaines, on apprenne quelque chose, qu'on le resynthétise et qu'on le recrache en vidéo pour apprendre. La meilleure façon de l'intégrer, quoi. J'ai jamais appris autant de choses dans ma vie aussi rapidement que grâce à ces techniques-là. Donc on a fait ça pendant 2 ans. Ensuite, du coup, je suis allé au lycée, je suis rentré en DUT MMI grâce à ce projet MS Design. Puis en MMI, je me suis rendu compte que c'était plus forcément ce qui m'intéressait, le motion design. Je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était vraiment sortir physiquement avec ma caméra, prendre des photos, faire des vidéos. Oui, parce que pour l'instant, tu crées des choses, mais tu t'es jamais mis en scène. Voilà, c'est ça. Ouais. Disons que le motion design, encore une fois, moi je respecte beaucoup les motion designers, hein, c'est magnifique, je trouve ça super bien ce qu'ils font et c'est un métier super épanouissant, très créatif, mais à titre personnel, ça me plaît pas de vraiment rester tout le temps derrière un ordinateur parce qu'en fait oui, c'est assez sédentaire finalement quand voilà même. C'est ça, c'est comme être développeur web, tu peux parfaitement rester toute ta journée devant ton PC et voilà. Et même si je trouve ça cool, moi je préfère à titre personnel d'avoir ma caméra, sortir, faire des aventures, filmer ça, raconter une histoire. Et du coup j'ai switché en vidéo quand j'étais en DUT MMI. Et là ouais, c'était à fond la caisse quoi. J'ai acheté ma première caméra, c'était un GH4, je crois que tu connais. Oui, bah c'était à ce moment-là, c'était la caméra ouais, c'est ça. YouTube, etc. Exactement, ouais. Donc j'ai acheté un petit Panasonic GH4 et j'ai commencé à shooter mes premières vidéos avec, avoir mes premiers petits clients. C'était vraiment que dalle, hein. C'était des petits contrats à 100, 200 euros, parfois même gratuitement parce que je me faisais un réseau. Et ça te fait un portfolio aussi, voilà, ça c'est permet ça. de te montrer, etc. Exactement.
Et j'ai fini mon DUT MMI en allant en stage à Paris pour la chaîne Naotech, Mmh. là où on s'est rencontrés. Et comment tu les as contactés? T'avais un contact initialement ou pas? J'avais aucun contact. Ah oui, alors ça, c'est un truc drôle qu'il faut que je raconte. Ça. Les gens, les étudiants, quand ils demandent un stage, Ouais. ils vont sur le site de l'entreprise, ils Ah. rédigent une lettre comme ça, Madame, Monsieur, je vous prie d'agréer de vouloir, gna gna gna. Et ils vont raconter toute leur vie de manière super formelle et chiante, quoi. Et je comprends, hein, parce que c'est ce qu'on nous apprend à l'école et ça peut être cool. Vous voyez, des entreprises, elles sont un petit peu old school et elles aiment bien avoir une lettre qui soit bien écrite. Moi, comment j'ai eu mon stage, mais c'est pas du tout comme ça. Hein. J'ai pris l'adresse de Jérôme, donc la personne qui gère Naotech, j'ai fait « Salut Jérôme, je sais que c'est super chiant de recevoir des demandes de stage, mais bon, qui t'entraîne à rien ?» J'ai littéralement écrit ça. Et j'ai fait donc voilà, mon numéro de téléphone, etc. Je serais hyper content. Je me suis vendu, j'ai dit je m'appelle Hugo, j'ai ma chaîne de motion design, donc je sais déjà faire du montage vidéo. Je pense que ça a joué aussi en ta faveur aussi, ça. Ouais, je pense plus. aussi. Ah ouais. Et je pense que j'ai envoyé du coup ce mail là au bon moment parce que je crois un jour après j'ai reçu une réponse, salut Hugo, est-ce qu'on peut s'appeler? Et le mec là c'était un youtubeur, hein, donc c'est un mec il avait quoi 200 000 abonnés je crois à l'époque. Et c'est pas facile d'entrer en contact avec des gens qui ont une telle audience parce qu'ils sont beaucoup demandés tout le temps. Beaucoup sollicité, C'est ouais. ça. Et il a T'es un répondu. peu noyé dans tous les DM. Ouais, c'est ça. Mais je pense que je suis arrivé au moment où il a dû ouvrir son mail et je suis arrivé C'est ça. en haut de la liste. Et plus, le mail était drôle et il y avait des informations cool. Et du coup, voilà, il m'a dit, bah écoute, viens, on s'appelle. Et j'ai eu un premier call avec Naotech et Karina. Et ouais, le cours a bien passé. Je leur ai dit que je voulais vraiment développer du coup la production vidéo et que c'était le stage parfait pour moi. En fait, je leur ai juste expliqué par A plus B pourquoi est-ce que le stage était intéressant pour moi et ce que je pouvais leur apporter. Et du coup, ils ont accepté finalement parce que j'avais déjà un projet MS Design. Donc en fait, tout est parti de Minecraft qui fait que j'ai eu un projet MS Design qui fait que j'ai eu ce stage qui fait qu'ensuite j'ai fait la vidéo, tout ça quoi. Et puis là, t'es vraiment rentré, t'as vu un peu. Bah là, pour le coup, t'as découvert qu'une chaîne, on pouvait la monétiser, quoi. Ah, mais Et bien que sûr. ça pouvait devenir un business, etc. Ça a été vraiment un mentor pour toi, Jérôme. Enfin, Ouais, Jérôme, ouais. T'as appris plein de complètement. trucs, quoi. Il m'a appris plein de trucs sur le business, même personnellement. Parce que Jérôme, lui, il a eu une entreprise dans sa vie qui s'appelait No Watch. Ouais. Avec qui, du coup, il est. Je regardais Bah oui, au tu début, connaissais No Watch. j'adorais ça. C'est Ouais. de là que j'ai connu Naotech. Ouais. Je trouvais ça fabuleux. Et No Watch, pour moi, en fait, ils avaient 10 ans d'avance. En fait. Ouais, non, mais C'était pas le bon moment. Et Ouais. aujourd'hui, mais ils défonceraient tout, quoi. Ah ouais, non, mais complètement. Ah non, mais c'est génial. Puis du coup, bah, No Watch, ça fait faillite. Il me semble que ça s'était arrêté. Donc il a beaucoup d'espérance en fait. Il a déjà une entreprise qui a craché finalement. Et du coup, il a recréé après une entreprise qui s'appelle Naotech. Et ouais, il a beaucoup d'espérance par rapport même au partenariat YouTube, par rapport à comment on gère une entreprise sur YouTube. Et du coup, il m'a appris énormément de choses, même sur le storytelling. Il avait vraiment un regard extérieur par rapport à tout. C'est comme moi à l'époque, je m'émerveillais devant les vidéos de Sam Colder, des vidéos de gens concrètement qui. Voilà, Avec des c'est gros des effets vidéos- visuels, mais Voilà. l'histoire était pas forcément. C'est ça, c'est des vidéos où il y a plein de magnifiques plans qui vont s'enchaîner, de paysages, une belle musique, des belles transitions, mais il n'y a pas d'histoire. Et Jérôme, moi quand je lui montrais ça, je disais ouais putain regarde c'est génial, c'est trop bien. Il était là ouais mais bah c'est comme les 50 autres vidéos que tu as montré Hugo, c'est juste des plans qui s'enchaînent. Et il m'a fait prendre un peu du recul et c'est vraiment grâce à lui que je me suis intéressé au storytelling et que du coup j'en suis là où je suis maintenant avec tout ce que je fais quoi. Mais non Jérôme ça a vraiment été un mentor pour moi à ce niveau-là. Il y a toute cette aventure donc parisienne, parce que c'était à Paris que tu étais là-bas. Ouais. Et c'était potentiellement vraiment cool de bosser là-bas. Tu aurais pu pousser le truc. Finalement, qu'est-ce qui a fait? Parce qu'à un moment, tu as décidé de partir. Ouais c'est ça. Quel était le déclic? Là c'est n'importe quoi ce qui s'est passé. Franchement, tu dis t'as pas 70 piges, mais là déjà on a. C'est quoi ça, paquet de trucs? Non mais tout ça s'est passé dans à peine 2 ans quoi. Donc, Ouais. il y a plein d'histoires à raconter sur un laps de temps assez court. Mais non, alors ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'étais en stage pendant 1 an chez Naotech et j'ai adoré. C'était vraiment super. Même je suis encore en contact avec eux aujourd'hui. Je suis encore présentateur pour eux, donc je fais des vidéos pour présenter des produits pour eux. Moi, je suis spécialisé dans la partie outdoor, donc je fais des tests de vélo, de trottinette électrique ou de one wheel, de skate électrique, tout ça. Mais bref, tout ça pour dire que même encore aujourd'hui, voilà, j'adore Naotech. Sauf qu'à l'époque, c'était super. J'ai eu une super expérience à Paris, mais Paris, moi, c'est pas une ville qui m'intéresse beaucoup. Dans le sens où même s'il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de contacts, moi, je suis quelqu'un, j'adore la nature. J'adore être à Pornic sur ma plage tout seul. J'adore faire mes projets en pleine nature. Enfin, j'aime vraiment pas du tout cet univers de ville, même s'il y a des moments où ça me manque. Des moments où je suis en voyage, je me fais putain, j'aimerais bien là, être à Paris avec plein de gens et tout, parce que j'en ai marre d'être tout seul isolé. Mais ça pour dire que finalement, j'ai choisi à la fin de quitter la chaîne Naotech et de partir aux Philippines. Allez, t'as fait tourner le globe. Ouais, c'est ça.
Non, en vrai, je sais pas pourquoi. Je crois que j'ai vu 2-3 entrepreneurs sur YouTube qui m'inspiraient à l'époque. Ça devait être Antoine BM ou d'autres gens qui partaient aux Philippines. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser aux Philippines à l'année où j'étais à Paris. Et je me suis dit, oh là là, c'est mort, je pars le 5 mars aux Philippines. Pourquoi 5 mars? Parce que c'était la date de la fin de mes contrats avec Ah, Notech, ok, d'accord. etc. Et donc, pendant un an, j'ai bossé Après, pour Notech. t'as fait le choix des Philippines peut-être parce que c'était vraiment hyper dépaysant, mais ça restait peut-être accessible. Bah, c'est qu'en fait, c'est extrêmement dépaysant. C'est même réputé pour être l'un des plus beaux pays au monde. Hmm. Les gens parlent très bien anglais, contrairement à Ok. la Thaïlande où les gens, quand tu vas là-bas et que tu sais pas du tout parler anglais, parce que moi je savais même pas Hmm. parler anglais à l'époque, c'est vraiment compliqué la Thaïlande, la barrière du langage. Et non, les Philippines, enfin, il y avait tout, quoi. Il y avait les paysages magnifiques, les prix pas chers du tout et les gens qui parlent anglais parfaitement. Donc pour moi, c'était vraiment parfait. Et ce que j'ai fait, c'est que du coup, pendant un an, j'ai économisé de l'argent à Paris quand j'étais chez Notech et j'ai accumulé de l'expérience et j'ai acheté du matériel, donc ma caméra, mon objectif, mes sacs et tout ça. Et j'ai vraiment économisé tout ça en me disant, je vais réaliser mon rêve, je vais partir en backpack, je vais aller aux Philippines tout seul. Je me suis dit, je vais partir 3 mois. Je sais même pas comment réserver un billet d'avion. Je sais même pas comment prendre une chambre d'hôtel. Moi, je pensais que quand tu prends l'avion, t'achètes ton billet d'avion et tu rentres dans l'avion, tu vois. Ah non. Genre, Non, 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 non. il y avait un check-in. J'ai découvert le check-in à ce moment-là. C'était super. Non, et puis en fait, mon. Il est où le truc pour composter? Ouais, c'est ça, ouais, c'est qu'on compose le billet et tout. Donc, non, non, ce que je voulais, c'était. En fait, moi, quand j'étais à Paris et que je bossais pour Naotech, à côté de ça, je rêvais de voyage. Je rêvais de développer un projet de voyage, de faire des vidéos touristiques, de faire des vidéos de voyage, je sais pas pourquoi, mais ça m'a toujours intéressé, partir à l'aventure, j'ai toujours adoré ça. Donc voilà, j'ai économisé, j'ai gagné de l'argent, tout ça pour acheter mon matériel. Et je me suis dit que j'allais partir aux Philippines pour 3 mois en backpack, histoire de créer une vidéo par semaine sur ma chaîne YouTube, histoire de développer une audience pour potentiellement après avoir des contrats en vidéo sur, je sais pas, avec des hôtels, des contrats au niveau du tourisme. C'était vraiment mon objectif. Et sauf que j'avais absolument aucune expérience. Hein. Vraiment, je connaissais rien. Je savais à peine parler anglais. Hein. Vraiment, si là je te parlais anglais quand je parlais à l'époque, c'était dégueulasse. Donc j'ai réservé mon vol le 5 mars 2020. Et c'est là où c'était la plus incroyable expérience de toute ma vie. C'est que du coup, je suis parti aux Philippines. J'arrive à Manille après 48 heures de vol. Donc j'ai fait Pornic, Nantes, Nantes-Paris, Paris-Dubaï, Dubaï-Manille, Manille-Cebu. En gros, il fallait rejoindre une île qui s'appelle Cebu aux Philippines. Et j'ai fait tout ça en une traite, en genre 48 heures, sans dormir. Enfin, vraiment, j'étais mais éclaté un max. Hein. Et j'arrive à l'aéroport, à Manille, 2 heures du mat, et je loupe mon vol. Et du coup, je suis là. Le vol pour une manie assez beau, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Je loupe mon vol de 30 minutes parce que mon bagage a pris du temps à venir. Et je suis là comme ça dans l'aéroport avec 10 000 euros de matos vidéo sur le dos, mon ordinateur et aucune expérience. Et je suis là. Bon, bah qu'est-ce que je fais maintenant? Donc par la magie de je ne sais quel sort, j'ai réussi à trouver une personne qui parlait à moitié anglais, qui a appelé sa maman au téléphone. Elle m'a donné son téléphone pour appeler un hôtel qui a réservé le billet d'avion. Bon, bref, un truc, j'ai rien compris. Et finalement, je me retrouve aux Philippines à Cebu, du coup, à 7h du mat. J'ai même pas d'hôtel, j'ai même pas réservé d'auberge de jeunesse. Hein. Vraiment, je suis dans la rue comme ça. Je sais même pas, je pensais que t'arrivais à une auberge de jeunesse, tu fais bonjour une chambre, il t'en file une et tu payes après. En fait, il fallait tout booker à l'avance, moi j'étais pas du tout au courant. Et du coup, je me retrouve là à Cebu, il fait 50 000 degrés. Vu que je suis blond aux yeux bleus, bah, tous les locaux, pour eux, c'est assez exceptionnel de voir ça. Du coup, ils sont là, ouais, et tout, ils commencent à te saluer tout le temps. Sauf qu'à Paris, personne te salue, tu vois, quand tu marches. Du coup, j'étais là, ouais, c'est quoi ces gens bizarres? Et au final, du coup, je passe 5 jours aux Philippines avant que le coronavirus arrive. Oui, c'est vrai ça. Voilà, donc 5 jours après mon arrivée, vraiment, je venais de découvrir le voyage, j'étais encore tout chamboulé dans ma tête. J'apprends que j'ai 2 solutions. Soit je rentre en France avec un avion de rapatriement, soit je reste, mais je sais pas ce qui se passe. Donc j'étais là, oh putain, qu'est-ce que je fais? Parti pour parti. Je me suis dit, bon, j'ai quand même pas économisé autant pour rien, et puis en même temps, j'ai peur, mais qu'est-ce que je vais faire? Du coup, je me suis assis sur mon canapé, dans l'auberge de jeunesse, j'ai tapé quelle est l'île la plus belle des Philippines? J'ai vu Siargao Island, j'ai pris un vol, et le lendemain, j'étais à Siargao, et du coup, je me suis retrouvé en confinement 3 mois sur une île au sud-est des Philippines. Donc voilà, j'ai passé 3 mois de confinement à Siargao pour développer du coup mon truc, même si c'était dur, j'ai pas fait autant de vidéos que je voulais. Ouais. Mais c'est comme ça que mon aventure voyage, le fait que je me sois vacciné du voyage, là en mode j'ai vraiment voyagé tout le temps, bah c'est là que ça démarrait quoi. T'as dépassé plusieurs fois tes peurs en fait dans cette aventure. Ah ouais, non, mais c'est ça, c'est que en fait le voyage, ou même en général sortir de sa zone de confort, peu importe ce qui se passe, ça se passe bien ou pas bien, c'est pas une chose qu'on peut regretter. Je veux dire, si ça se passe pas bien, t'apprends. Et si ça se passe bien, trop cool. T'as réussi, tu vois. Donc en fait, y a pas de souci.
En fait, ça fait peur. Moi, je te jure, le moment où j'étais dans l'avion, j'étais assis comme ça, là, je fais ok, là j'ai 16 heures de vol. Je fais putain, qu'est-ce que je fous là, quoi. Je viens de quitter mes parents, je suis en train de prendre conscience que là, je pars dans l'inconnu total. J'ai aucune idée d'où est-ce que je mets les pieds. Je sais même pas comment on a mangé, je sais même pas comment parler anglais, tu vois. Et au final, ça se passe bien. Parce Et que justement, tes parents, ils étaient comment par rapport à ça? ma mère était très stressée quand même, hein. Ouais. Mes parents étaient assez stressés, mais j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont énormément soutenu. Enfin, Ouais, qui qui me soutiennent encore. t'encouragent plutôt dans l'aventure. Et ils étaient stressés, ils avaient peur, mais ils m'ont dit si c'est ce que tu veux faire, on te fait confiance et on pense que tu peux y arriver. Donc ils m'ont vraiment soutenu de A à Z depuis le début. Et non, j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir des parents comme ça. Donc cette aventure à Chargao, bon, truc de fou, même si c'était un peu frustrant parce que t'as pas Incroyable. pu faire tout ce que tu voulais. Ouais. Mais ça c'est sur ta chaîne YouTube qui s'appelle Hugo, enfin Ouais, c'est en ça. ton nom. Ouais. Mais t'en as encore une là. Ouais, c'est ça. Ouais, non, alors là aussi. C'est un donc, serial youtubeur quoi. Ouais, voilà, c'est ça. D'aussi long que je me souvienne, j'ai fait du YouTube toute ma vie, je pense. Avec cette première chaîne MS Design. Ensuite, j'ai travaillé pour Naotech. Ensuite, j'avais ma chaîne à moi, Hugo M, où je postais des vidéos de voyage. Et là, je suis en train de développer ma chaîne de surf qui s'appelle Waved. Et Et le surf, en fait, tu connaissais depuis longtemps ou enfin, moi, de ce qu'on avait discuté en off, t'es C'est tombé Chargao. amoureux d'un coup, quoi. ouais, non, c'est Chargao. Ouais, c'est C'est Chargao. quand je me suis retrouvé en confinement aux Philippines. Concrètement, on n'avait pas le droit de faire de soirée, on avait le droit de rien faire. Bon, dans les faits, on faisait une soirée par jour à peu près. Mais non, en fait, j'ai découvert le surf quand j'étais à Chargao là-bas parce que c'est une île qui surfe énormément. Et je suis tombé absolument amoureux du surf. J'ai découvert ça la première fois que je me suis levé sur ma planche. J'ai fait putain, c'est quoi? C'est trop bien, c'est génial. L'adrénaline, le fait que c'est la force de la nature qui te pousse et en plus t'es en contact avec l'océan, puis il y a le soleil, il y a des palmiers, enfin c'est vraiment une sensation que j'oublierai jamais quoi. Et du coup, j'ai adoré le surf aux Philippines et je me suis dit putain, je sais faire de la vidéo, c'est mon métier, j'adore le surf, pourquoi je ferais pas un truc qui regroupe les deux? Et je me suis dit que j'allais créer une chaîne YouTube et une marque de surf. Donc là, c'est ce sur quoi je travaille en ce moment. Je développe ma chaîne YouTube qui s'appelle Waves et mon but ça serait de créer une marque de surf éco-responsable, donc créer des planches de surf en mousse recyclée, créer une marque de vêtements aussi, créer des formations en ligne sur le surf pour les débutants, donc qui t'apprennent à devenir de débutants à intermédiaires, et créer aussi une boîte de production sur le surf pour bosser pour des marques de surf. En gros, c'est tout ça le projet. Sauf que la première étape de ce projet-là, c'est d'abord de créer une audience. C'est comme, Bien comme sûr. je disais souvent, si demain je sors un produit, qui c'est qui va l'acheter? Hmm. Personne me connaît. Donc là, l'étape numéro 1, c'est d'abord le nerf de la guerre, c'est l'audience. Il faut qu'il y ait des gens qui me suivent, il faut qu'il y ait des gens qui me regardent. Donc là, pendant toute cette année-là, je fais une vidéo par semaine. Donc là, si jamais vous voulez voir, je fais une petite Bien pub. sûr, ouais. Allez voir, je fais une vidéo par semaine sur le surf, sur la chaîne YouTube qui s'appelle Waves. Et donc ça, c'est mon projet que je développe à côté. Et mon activité principale aujourd'hui, c'est créer des vidéos pour des clients. Donc ça, c'est ce que je fais de mes journées. Enfin, moi, ce que j'aime bien pour avoir suivi ta chaîne, justement, c'est que il y a vraiment ce concept de débutant intermédiaire. Et en fait, tu progresses avec ton audience parce que tu as débuté le surf en créant cette chaîne, quasiment. Ouais. Et en fait, tu t'améliores de jour en jour et tu transmets ton savoir, un peu comme tu as fait avec le motion design, en fait. C'est le même principe. Tu apprends un truc, tu le retransmets. Et en le retransmettant, tu es obligé de bien l'intégrer, etc. quoi. Ah, c'est ça, parce que qui de mieux qu'un débutant qui est en train d'affronter les épreuves de débutant pour apprendre aux débutants à débuter. Ouais, j'ai répété 50 fois le mot débutant. mais ouais, je vois. Mais étant donné que je débute, je fais face à tous les problèmes qu'un débutant rencontre. Donc en fait, je suis hyper bien placé pour dire ok, la semaine dernière, je sais que j'ai eu ce problème-là, je sais maintenant comment le régler parce que j'ai travaillé, j'ai trouvé des tutoriels ou je me suis fait coacher. Et je peux faire des vidéos du coup après pour aider les débutants parce que je sais exactement ce qu'ils ressentent. Du coup, je sais quel vocabulaire utiliser pour pas qu'ils aient peur d'aller à l'eau. Je sais tout ça en fait. On va rester sur la chaîne Wave ou toutes les activités YouTube, mais là c'est vraiment ça c'est pour moi, j'ai envie d'apprendre de toi par rapport à ça. Comment vu que tu as plusieurs chaînes YouTube, donc ça veut dire aussi généralement associé à ça, tu as un peu une toile d'araignée avec Insta, avec Facebook, etc. Exactement. Comment tu t'organises ou pas pour la diffusion de ce contenu, le fait de faire des extraits, de rendre vivant un peu toute ta communauté par rapport à ça? J'ai un calendrier de publication déjà avec Notion que tu utilises aussi, dans lequel j'ai un gros calendrier où on voit cette semaine-là il y a cette vidéo qui sort là, ce vendredi-là il y a ce post Instagram qui sort, etc. etc. Et en gros ce que je fais généralement c'est que quand je poste une vidéo sur Waved, je prends l'intro de la vidéo parce qu'à chaque fois je fais en sorte qu'une petite intro salut, si jamais tu vas apprendre à faire ça, et cette vidéo est faite pour toi, rien. Je reprends l'intro, je la découpe au format vertical et je la balance sur Insta. Donc ça du coup il y a une vidéo qui sort par semaine, donc il y a un petit Insta qui sort par semaine sur la vidéo. Plus je fais un post, genre un espèce de carrousel qui donne des conseils en fait en surf toutes les semaines. Donc j'ai un post sur Insta en mode carrousel et un post qui est une preview de l'intro de la vidéo.
Ok. Et là, je vais essayer de faire des reels. Donc, en fait, mon process, c'est simple. Je fais d'abord la vidéo. Je prends un moment aussi dans la semaine pour faire un petit stock de carrousel que je poste ensuite dans les prochaines semaines. Donc, en fait, j'ai toujours un espèce de petit stock et dès que j'ai un peu de temps libre, dès que je peux prendre le temps de faire ça, je le fais, quoi. À côté de ça, il y a le côté, il y a les stories, il y a tout ça. En fait, c'est que malgré tout, tu postes assez souvent. Ouais. Et des choses moins techniques, mais justement pris sur le vif. Ça, c'est quelque chose, je pense comprendre que c'est important parce que ça, justement, ça. Dans les stories, on se trouve un peu plus proche de la personne, je trouve, parce qu'elle est dans sa vie quotidienne, etc. Ouais, c'est ça, ouais. Mais j'avoue que j'ai pas du tout ce réflexe-là, quoi. Je vais faire des stories. Ouais, j'ai toujours ce truc de dire, qui ça va intéresser ce que je fais comme ça. Parce que je me pose toujours la question de la plus-value. Tu vois, quand je poste un truc, je me dis toujours, il faut au moins qu'il y ait une information intéressante pour la personne ou qu'elle apprenne quelque chose. En fait, pas forcément dans le sens où il y a même des gens des fois qui me demandent pourquoi faire des vlogs. Ouais. Parce que les vlogs c'est chiant en fait, on raconte sa life. En fait les vlogs, même si c'est chiant à faire, moi j'aime pas forcément faire des vlogs, je préfère faire des documentaires. Mais les vlogs c'est, tu te connectes avec l'audience, même les stories. Tu montes ta vie quotidienne, tu montes les épreuves que tu traverses et tu essaies de faire un petit storytelling, tu vas te raconter un truc intéressant quand même. Mais globalement c'est comme moi, là des fois je me filme, je vais à la plage avec mon skate électrique. Bon, soit c'est juste un mec qui va à la plage avec un skate électrique, c'est pas très intéressant. Mais j'essaie de raconter des anecdotes, j'essaie de raconter une histoire. Et ça fait que les gens qui regardent mes vidéos, ça les rapproche de moi. Dans le sens où ils vont se dire, en fait, Hugo, c'est un mec comme les autres. En fait, ils vont se reconnaître. Et ça va leur donner encore plus envie de me suivre parce qu'ils savent que je suis pas un magicien, je suis pas quelqu'un. C'est quelque chose que tu conseillerais justement dans la communication, mais pour n'importe quelle entreprise au final. Ouais. Après, il y a plein de façons de le faire. Moi, j'ai une façon où je tutoie les gens face à la caméra. Parce que ça dépend de ton audience. Voilà. Notech, je sais qu'ils vous voient, ils gardent une espèce de petite distance pour avoir une phase plus professionnelle. Moi, j'ai vraiment comment dire, une image assez familiale, assez où je vais inclure l'audience avec moi. Donc, je fais salut, comment tu vas? Moi, ça va super, je parle tout ça. Et ça fait que j'ai un engagement de fou. Là, incarné, enfin que ça soit incarné par quelqu'un, c'est de plus en plus important. Bien sûr. Ah ouais, non, mais le personal branding, c'est hyper important. Là, je te prends l'exemple, la toute dernière vidéo que j'ai réalisée, qui s'appelle Je rentre en France, parce que je suis rentré du Sri Lanka là, il y a 2 semaines. J'avais passé 3 mois là-bas. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique que je rentre en France, que j'arrive pas à croire que j'ai passé 3 mois au Sri Lanka. Et concrètement, la vidéo, c'est juste moi qui suis assis et qui raconte ma vie. Je raconte ce qui s'est passé, ce que ça m'a apporté. Et vraiment, c'est si tu regardes la vidéo, il faut vraiment que tu m'aimes bien parce que sinon, on s'en fout de moi, quoi. Et j'ai quasiment jamais eu autant de commentaires sur cette vidéo. Mais des gens. En plus, comme tu as eu des problèmes de matos, tu l'as filmé avec ton iPhone. Ouais, je l'ai fait à l'iPhone, parce que là, ma caméra elle est en réparation. Je l'ai fait à l'iPhone et avec la GoPro. Et là, en tout, je crois qu'il y a 41 commentaires, parce que j'ai fait 600 ou 700 vues, c'est pas énorme. Mais il faut bien démarrer quelque part quand on crée une audience. Après, je pense qu'il faut différencier. Je pense toutes les vues se valent pas, entre guillemets. Ouais, bien sûr. Il vaut mieux avoir peu de vues, une petite audience, mais très attaché à ce que tu fais, que d'avoir des millions de personnes qui regardent parce que la vignette est juste putaclic. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, mais c'est ça qui est dingue, c'est que c'est des gens que je connais pas, qui vont commenter ma vidéo et qui vont faire je trouve ça génial ce que tu fais, qui vont m'écrire un énorme pavé dans lequel juste ils m'envoient du bonheur. Ils m'encouragent, ils me disent qu'ils adorent ce que je fais, qu'ils trouvent ça super intéressant, que ça les a aidés. Comment tu gères, parce que là c'est des trucs positifs. Ouais. Comment tu gères quand justement t'as du bashing ou alors on t'envoie un commentaire? Ouais. Moi j'essaie de prendre. Honnêtement, c'est très dur. Il y a vraiment des fois où. Parce que tu peux recevoir, 45 messages super positifs, tu vas pas y penser, tu reçois un message négatif, tu vas y penser toute la journée. Ça va tourner, quoi. Parce que l'esprit humain, je sais pas, fait en sorte que tu retiens malheureusement plus le négatif que le positif. Après, j'ai été un peu formé à ça via Naotech, parce que quand j'ai bossé à Paris, il y a des milliers de commentaires sous les vidéos. Donc forcément, il y a beaucoup des fois de commentaires qui sont un peu négatifs. Enfin, beaucoup, façon de parler. Hein. Et oui, du coup, j'essaie de prendre de la distance. Et en général, les gens qui me mettent des commentaires négatifs, c'est soit pas du tout constructif, soit c'est un petit peu jaloux, ou alors c'est... comment expliquer ça? C'est genre... comment tu peux faire un tutoriel de surf alors que ça fait à peine 2 ans que tu fais du surf? Moi, ça fait 15 ans que j'en fais. Toute ma vie, j'ai fait que ça, je m'y connais bien, tu vois. Enfin, je veux dire... Ouais, mais on en revient toujours à la... Tu peux être le meilleur surfeur ou le meilleur dans un domaine, tu seras pas forcément le meilleur prof. Ah, c'est ça. Pour transmettre. Voilà. Et puis je dis, oui, mais ça fait pas 15 ans que je fais du surf, certes, mais j'ai pas besoin d'être un expert pour apprendre à quelqu'un comment choisir sa planche de surf. Parce que ça c'est l'une des bases du surf.
Ou alors, je n'ai pas besoin d'être un expert pour apprendre à quelqu'un comment se lever sur Oui, sa puis a planche. priori, dans tes premières vidéos, t'apprends pas aux gens à surfer des vagues de 5 mètres, quoi. Ouais, non, voilà, j'apprends juste à choisir sa planche, choisir sa combinaison, mettre de la wax là Ouais. pour que ce soit adhésif. J'apprends pas des trucs de fou. Mm. Donc, je me concentre vraiment sur l'aspect débutant. Là, j'ai un Ouais. meilleur niveau parce que ça fait 2 ans que je fais quasiment tous les jours et ça va un peu mieux. Mais même si ça faisait qu'un an que j'en faisais, être débutant en surf, pas besoin d'être un expert pour apprendre à débuter, quoi. J'aimerais bien aller sur le côté se mettre en scène, Mhm. et être devant la caméra. Ouais. Justement, c'est pas forcément naturel d'être Ouais. devant une caméra. Je le vois avec mes clients quand justement je les amène à humaniser leur communication Ouais, et donc ouais, d'être ouais. devant et de montrer qui ils sont. Des fois, ça Mm. bloque et Ouais, non. on est. Alors que 30 secondes avant, je discutais avec lui ou elle sans problème, il était hyper Ouais. naturel. Et là, je me dis, putain, il aurait fallu que je cache la caméra parce que c'est parfait ce qu'il a fait. Ouais, c'est bizarre, ouais. Toi, de ton côté, c'est quoi? C'est l'expérience qu'il a fait? T'as eu quelques conseils dans ce domaine? Comment Mm. tu... Ouais, c'est marrant parce que hier, justement, j'étais en train d'écrire une formation qui s'appelle Comment faire un vlog. Ok. Parce que là, je vends une formation pour une personne sur YouTube. Et du coup, je parlais exactement de ce sujet-là. Du coup, c'est marrant. Bon, t'es au taquet alors. Ah, je suis au taquet là. Non, alors en effet, c'est bizarre de parler devant une caméra. Parce qu'on n'a pas l'habitude, nous, en tant qu'être humain, de parler à un objet inanimé qui ne nous Mm. répond pas. Donc c'est hyper bizarre de se dire, là, je parle droit devant moi. En fait, je parle tout seul. Tu vois, c'est une conversation à sens unique. Et il n'y a pas de secret, c'est expérience. Plus Mm. tu fais ça, genre, moi, l'exercice que je conseille, c'est pendant 5 minutes tous les jours, tu prends une caméra, même un iPhone, peu importe, et tu parles. Tu racontes une histoire, tu racontes ton petit-déj, tu racontes, je sais pas, un truc qui t'est arrivé hier, peu importe. Si t'arrives à rendre ouf l'histoire de ton petit-déj, tu peux raconter tout ce que tu veux. Exactement, exactement. Bon, les gars, hier, j'ai pris un croissant, putain, avec une saucisse sur le côté, peu importe. Et là, je mets l'œuf et l'œuf a failli tomber. Je l'ai rattrapé comme ça. Non, mais non, ça c'est un bon exercice de tous les jours pendant 5 Mm. minutes, c'est pas long 5 minutes, hein. Vraiment tu poses la caméra, tu parles, tu racontes n'importe quoi, et puis toujours tu fais ça, et tu verras au bout de 20 jours, t'auras déjà, mais ce sera le 20e jour doit rien avoir avec le jour numéro 1. Mm. Donc ouais, après c'est les petites règles, c'est essayer de garder l'œil face à l'objectif de la caméra, de pas, tu vois, à chaque fois éviter le regard, etc. Et plus tu vas parler, moins tu vas penser au fait que tu parles à une caméra, donc plus ce sera naturel. Du coup, après, tu pourras avoir tu sais, le langage du corps, donc bouger les Ouais. mains, etc. Raconter Oui, des ça trucs. c'est vrai, ça. Généralement, quand on met quelqu'un devant, son corps se fige. Voilà, il est comme ça, Hop il là. parle, et il a du mal. Mais je comprends, hein, c'est intimidant, hein. Mais C'est c'est ça. juste, en fait, plus tu le fais, moins tu as peur du jugement des autres, Mm. plus tu te sens à l'aise à la caméra, du coup, plus tu peux utiliser tes mains, et après, la troisième étape, c'est d'augmenter l'intensité de ta voix. Oui, Donc, oui, tu même parles et de tu vas- moduler. Voilà, donc tu vas pouvoir appuyer sur les moments qui sont vraiment importants et aller un peu plus bas quand c'est moins important. Et quand tu combines le tout, bah, ça devient un peu plus intéressant. Mais vraiment, ça prend juste du temps et enfin, je suis pas, moi, comme je disais, de base, je suis très introverti, hein, à l'origine, hein. Ouais. Donc c'est pas un matin, je me lève et hop, je prends une caméra et trop bien, hein. C'est vraiment, ça a été sur plusieurs années où j'ai un peu quotidiennement essayé de répéter cet exercice-là et à la fin, bah, j'ai réussi à parler devant une caméra. Là, j'ai envie qu'on fasse comment j'ai noté quelques petites questions et tu me réponds un peu du tac au tac. Oh putain. On essaye de faire on va dire un speed Q&A, Ok. un truc rapide, et tu me dis ce qu'il en est. Quitte à ce qu'après on creuse justement ta réponse, mais là on essaye d'aller au plus vite. Ça commence par pain au chocolat ou chocolatine? Non, je vais pas rentrer dans ce débat, c'est beaucoup trop touchy. Je vais pas, ça serait, non, ça va soulever les foules. Allez, un objet préféré que t'as tout le temps avec toi. Le one wheel. Le one wheel, c'est un genre de skate à une roue, quoi. Ouais, c'est ça. un skate électrique, c'est génial. Je passe mon temps à faire du one wheel. Bah, je pense que tu vas bien le savoir. Ouais, carrément. Un échec que t'as eu, un truc que t'as loupé, un truc après t'as appris quelque chose, mais Alors, ça n'a pas été un échec fulgurant en mode j'ai essayé un truc et ça l'a pas fait. Ça a été un peu plus long. C'est le manque de clients. C'est quand tu démarres ton entreprise, quand tu démarres ta prestation de service, bah, au début, tu essaies de faire des prestations gratuitement, puis parfois, tu n'as pas forcément de réponse, donc tu contactes des gens, mais tu te prends un nom parce que tu sais pas comment parler. J'ai eu des périodes où pendant 3-4 mois, j'avais rien, quoi. J'avais pas D'accord. pas de projet vidéo. Et je suis entrepreneur, c'est trop cool, j'ai des projets, ma vie maintenant, c'est de bosser pour moi, quoi, parce que je suis mon propre patron, mais j'ai pas de clients. Et du coup, bah, j'ai juste accepté le fait que j'étais un commercial nul à chier. Donc je l'ai accepté, je l'ai intégré, j'ai fait ok. Maintenant que je sais que je suis nul en tant que commercial et en démarchage, je vais contacter mes potes entrepreneurs, bah toi aussi en l'occurrence, et puis d'autres gens que j'ai contactés, Ludovic Bado par exemple, et j'ai juste posé des questions sur comment faire pour avoir des nouveaux clients, je sais pas comment faire. Comment tu fais pour démarcher quelqu'un
quelle adresse mail il faut envoyer, enfin je sais pas moi, quel numéro de téléphone il faut appeler, comment il faut se présenter. Et j'ai appris. Et là, ça fait quelques mois que j'ai vraiment intégré tout ce qu'on m'a dit et maintenant j'ai plus aucun souci. Maintenant j'ai même beaucoup trop de clients par rapport à ce que je peux faire. C'est comme quand tu disais, voilà, le mec qui fait 15 ans de surf sera pas forcément un bon prof. Tu peux faire les plus belles vidéos du monde. Ouais. Si tu sais pas contacter les gens, te faire connaître, vendre un devis, un contrat, etc. Ah mais complètement. Tu n'auras pas de ta passion. Puis au final, être freelance, en fait, être vidéaste, c'est pas juste être vidéaste, c'est être vidéaste, comptable, commercial, c'est vraiment tellement de trucs au final. Donc non, l'échec que j'ai eu, c'était vraiment, j'arrivais pas à trouver des clients, et j'ai accepté, j'ai appris, et maintenant j'arrive à trouver des clients. Je dis pas que je suis le meilleur commercial de la planète, mais au moins je sais comment faire pour trouver des clients et finalement, l'échec dont tu me parles, c'est plus une méconnaissance. Ouais, c'est ça. Que tu avais au début, voilà. et tu t'es confronté à ça. Je l'ai vraiment pris comme un échec parce que je me disais, putain, je sais faire des vidéos, je sais que pourquoi j'ai pas des gens qui viennent me voir, quoi. Pourquoi j'ai du temps devant moi, j'ai 3 mois à rien faire, pourquoi est-ce qu'il y a personne qui vient me contacter et j'avais pas d'argent. C'était frustrant, quoi. C'était frustrant, quoi. Alors maintenant, une réussite. Une réussite, bon alors là... Alors, ça sera peut-être un truc qu'on va développer après. Ok. On va avant ça, on tease un petit peu. Oh putain. Avant ça, une autre réussite, même plus jeune ou même pas forcément en lien avec la vidéo, mais c'est le fait d'arriver à voyager en fait. Ouais. Le fait de réussir à voyager. J'ai toujours rêvé de voyager. C'est vraiment, je suis omnibulé par ça. J'adore le voyage. Je trouve que le monde est trop grand pour qu'on puisse se restreindre à un seul endroit. Je sais que ça fait un peu cucu de dire ça parce qu'il y a beaucoup de gens, leur situation, c'est pas forcément facile de voyager parce qu'il y a des enfants, il y a un travail, etc. Même si je suis convaincu que si on veut vraiment voyager, on peut le faire. Je valide. Maintenant, c'est le fait d'avoir réussi. Tu vois, encore une fois, ça n'a pas été je fais un projet, pouf, ça réussit, c'est génial. C'est vraiment été un long process. Mais là, maintenant, je suis fier de dire que je peux quasiment passer 6 mois de l'année en dehors de la France parce que il y a plein de trucs à voir, il y a plein de trucs à faire. Et surtout, quand je voyage, c'est pas pour des mini-voyages d'une semaine, c'est je pars pour 2 mois, je pars pour 3 mois. Tu pars vivre quelque part, quoi. Vraiment vivre, quoi. Là, je peux dire que je suis parti vivre au Brésil, je suis parti vivre aux îles Canaries, je suis parti vivre en Espagne, au Portugal aussi. Enfin, c'est incroyable. Donc, et parmi tous ces voyages, justement, une question aussi qui me vient. Est-ce qu'il y a bien dû avoir un petit moment de malaise quelque part? Tu sais, des trucs où tu as vécu une situation où ah ouais, non, j'avais pas les codes là. Bah, ça, je sais pas si je peux le dire. Tu fais comme tu veux, on coupera, ou alors tu me parles d'autre chose, c'est comme tu le sens. Un moment de malaise ultime, alors là, je raconte une anecdote, mais ça reste entre nous avec les 500 personnes qui regardent les vidéos, d'accord? Vraiment, tu racontes si t'as envie de raconter. Non, ou je vais le raconter, de toute façon, c'est marrant, j'ai rien à cacher. Non, c'était aux Philippines. C'était quand je me suis fait rapatrier des Philippines. Donc, au bout de 3 mois resté en confinement sur l'île de Siargao, je vais même pas dire ça, c'est trop bizarre. Je me suis fait rapatrier en France en me faisant passer pour un citoyen américain dans un sweeper flight de l'armée américaine. J'étais là, I'm from California, please give me back to France. Donc voilà, en gros, ils ont organisé un rapatriement pour moi. Et en fait, je suis arrivé à Manille. Donc c'était juste avant de prendre mon billet d'avion pour aller à Séoul, puis ensuite pour aller à Paris. D'accord. Ouais, non, n'importe quoi. Il fallait faire une escale de 12 heures à Séoul. Et alors, c'est une anecdote assez c'est malaise. C'est très, très malaise. J'arrive à Manille, on arrive quoi à 23 heures, sauf que le couvre-feu était à 22 heures. Donc, on sort dans la rue, il n'y a personne. J'étais avec un groupe de 6 ou 7 personnes. Et les rues sont complètement vides. Et si tu connais Manille, tu sais que Manille, c'est plein de gens tout le temps. C'est énorme comme ville. Et je suis là dans la rue, il n'y a vraiment personne. Je ne sais pas comment faire. Il faut qu'on aille à l'hôtel. Et on finit par se faire arrêter par la police. Ouais. Par un petit escadron là, de militaires. En scooter et tout, qui avaient toutes leurs armes et qui disaient ouais, vous faites quoi ici, c'est quoi le problème? Ils comprennent pas pourquoi il y a des touristes dans la rue à 23h alors que c'est le confinement depuis 3 mois et qu'il y a personne dans la rue, quoi. Ils commencent à nous embrouiller, ils font give me your ID, enfin donne-moi ta carte d'identité, qui tu es. Et là, moment le plus malaisant de ma vie, je sors mon porte-monnaie, je sors ma carte d'identité qui fait glisser une capote qui tombe par terre. Et là, je me retrouve là comme ça, avec le militaire super vénère, une capote que je viens de faire tomber par terre, mais complètement débile. Et le mec, il me regarde, comme ça, il fait c'est quoi ça? Et je suis en mode hyper gêné, je la reprends vite, je la mets dans mon porte-monnaie, je referme tout. Ensuite, il rend ma carte d'identité, limite, il se lave les mains, tu vois, comme si j'avais le coronavirus, j'étais un coronavirus sur pattes, et à la fin, il me laisse passer. Là, vraiment, j'étais tout rouge, quoi. C'était vraiment. Après, c'est important. Ta carte d'identité, et là, tu sors ça un préservatif. Ouais, c'est ça. On s'est pas compris, hein. Ouais. Donc, la morale de l'histoire, toujours sortir couvert, mais faites attention quand même. Hein. Ouais. C'est ça. Allez, on va attaquer un gros morceau. Ouh là là. Ouais, parce que tu m'en as parlé avant. Ouais. On l'a teasé un petit peu avant, justement. Là, une
de tes réussites. Là, c'est ton prochain projet. Quand tu es parti, tu as dit que tu étais parti 3 mois au Sri Lanka, c'était vraiment pour surfer, Voilà. faire du contenu pour ta chaîne Waved. Exactement. Et là-bas, tu as eu un contrat avec justement un surf camp qui donc accueille des gens qui veulent apprendre à surfer. C'est ça. Ok. Ça s'est bien passé. Très bien passé, ouais. Et donc ça donne suite à quelque chose. Exactement, voilà. Donc non, là je reviens tout juste du Sri Lanka. J'ai passé 3 mois là-bas. C'est pour ça que t'as des crevasses partout. Ouais, bah tout ça, là, les trucs dégueulasses. Tu t'es entaillé sur des coraux partout. Ouais, c'est des coupures à cause des rochers et tout ça. Donc non, je suis parti au Sri Lanka 3 mois dans le but de développer ma chaîne YouTube qui s'appelle Waved sur le surf pour développer l'audience. Donc mon objectif c'était de faire, une vidéo par semaine pendant 3 mois. Donc j'ai quasiment fait une vidéo par semaine. J'ai quand même pris un peu de pause parce que c'était très très épuisant. Parce que t'as déglingué du matos. Ouais, j'ai cassé mon MacBook, j'ai cassé ma caméra, enfin n'importe quoi. Et non, alors ce qui s'est passé, c'est que là-bas, comme tu disais, il y a un La Pointe Surf Camp. La Pointe Surf Camp, c'est une grosse entreprise. Ils ont des surf camps qu'on appelle ça. Il y en a un à Bali, au Sri Lanka, au Costa Rica, El Salvador. Il y en a un peu partout sur la planète. Et tu vas là-bas si tu as envie de passer une semaine ou deux à vraiment upgrade, tu vois, à passer au niveau supérieur en surf. Vraiment, tu as des vidéos analyses, tu as du coaching en surf et c'est vraiment super top. Et moi, quand j'ai su que je partais au Sri Lanka, quand j'étais en train de planifier mon projet, j'ai remarqué qu'il y avait un lapin en Sri Lanka. Et je me suis dit, putain, ce serait quand même bien que je bosse avec eux, que je fasse une vidéo pour Waved, mais aussi pour eux. Du coup, je les ai contactés et je leur ai proposé de me donner une semaine gratuite à La Pointe, en échange que je leur produise une vidéo. Vraiment, c'est un truc qu'ils ne pouvaient pas refuser. C'est-à-dire qu'il y a un vidéaste gratuit qui vient comme ça avec eux, avec tout son matos, et qui lui fait une vidéo gratuitement. Donc la personne a dit oui. Et ça s'est super bien passé, donc j'ai fait une vidéo pour La Pointe Surf Camp. Ils ont adoré la vidéo, ça présente un petit peu comment ça se passe là-bas, les activités, tout ça. Et ça s'était tellement bien passé qu'ils m'ont offert une deuxième semaine. Donc je suis resté 2 semaines finalement à La Pointe Surf Camp. J'ai fait un deuxième petit documentaire, c'était génial. Et ça s'est tellement bien passé qu'ils m'ont offert une 3e semaine. Donc je suis resté 3 semaines au total, gratuitement nourri, logé, blanchi à La Pointe Surf Camp. Et vraiment le courant est très bien passé avec toute l'équipe. Et c'était super. Et ensuite je suis rentré en France, j'ai fait ma vie. Et là j'ai reçu une proposition. Et c'est là où on en vient au sujet intéressant. Donc il me propose en septembre de faire un tour du monde. Oui, parce qu'il y a des surf camps un peu partout dans le monde. Voilà, parce qu'il y a des surf camps partout dans le monde. Ils voudraient que j'aille du coup dans tous leurs surf camps autour de la planète pour créer des petits documentaires, des trucs vidéo, enfin bref, du contenu pour les réseaux sociaux. Sauf qu'ils payent pour les tickets d'avion, les billets d'avion, l'hébergement, les déplacements sur place. Ils payent pour tout. Plus je reçois un petit salaire tous les mois. Donc c'est-à-dire que même là, quand je dis c'est n'importe quoi. En septembre, là, je vais être payé, donc je vais recevoir de l'argent sur mon compte en banque pour voyager. Et c'est même pas que pour voyager, c'est pour voyager et créer du contenu surf que j'utilise pour eux, mais aussi pour ma chaîne YouTube. Donc là, je vais être payé pendant 6 mois pour aller en Norvège, au Costa Rica, au Sri Lanka, à El Salvador, à Bali, en Indonésie, tout ce que tu veux, aux Maldives. Ils ont même un surf camp aux Maldives, en Norvège, mais au Portugal, partout. Et du coup, je vais leur faire des vidéos de surf qui vont me servir aussi pour mon business à moi. Enfin, c'est l'opportunité de ma vie. Et en plus de ça, j'ai un projet de créer une boîte de production sur le surf. Donc, je vais rencontrer des pro surfeurs, je vais rencontrer des marques de surf, les sponsors, tout ça. Et bien sûr, je vais leur proposer mes services, je vais amener ma carte. Et là, c'est comme si j'avais un chemin là, tout droit. Un gros tunnel. Un gros tunnel vers le. Même un accélérateur, quoi. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, je passe de. Là, je suis même pas connu, hein, personne me connaît. Je passe de la petite chaîne YouTube pas du tout connue à je bosse avec le top du top du surf mondial. C'est n'importe quoi. Et je pense que ça te fait halluciner aussi parce que tu vois tout ce que ça va t'apporter, mais je pense qu'ils sont pas fous non plus. C'est-à-dire que s'ils t'ont proposé ça, c'est que ton contenu leur apporte beaucoup aussi. Voilà, mais c'est j'ai vu le documentaire que tu as fait. Ouais. Justement, ça, quand on en avait parlé à ce moment-là, tu commençais à faire des documentaires sous forme d'interviews, etc. Ouais. Et ça changeait un peu de ton format habituel. Et moi, j'ai vraiment adoré ce format-là. Je trouve que, justement, quand on parlait des chaînes où ça va dans tous les sens, là, c'est plus posé, tu découvres un peu plus une personne. En tout cas, moi, ça me parle plus. Et j'ai vraiment... je pense que ça va même moduler, même sur ta chaîne, tu as amené autre chose, quoi. Ah, moi, j'adore parler. En fait, j'aime bien me mettre en scène de temps en temps, mais c'est pas du tout ce que je préfère. Moi, ce que je préfère, c'est trouver une personne, même toi, hein, d'ailleurs, je kifferais bien faire une interview de toi.
Sans ça. Pour l'instant, je fais un petit peu de paddle, mais ça va pas coller avec ta chaîne, quoi. Non, même pour parler d'entrepreneuriat, tout ça, Pourquoi pas. c'est intéressant de parler de ça. Mais non, moi j'adore rencontrer des gens qui ont des aventures un peu extraordinaires, qui ont des expériences un petit peu inspirantes et faire des vidéos sur eux. J'adore ça. J'adore vraiment m'inspirer de personnes qui sont gentilles, qui te motivent. Et du coup, ouais, c'est ce que j'ai fait sur Web, c'est que j'ai fait un documentaire qui s'appelle Why Do You Surf, qui en gros fait une interview de 4 surfeurs, mais c'est pas du tout les surfeurs professionnels. C'est les surfeurs comme moi, c'est les surfeurs comme n'importe qui sont pas Qui forcément- correspond à ton audience aussi, quoi. qui sont pas ultra chauds en surf, mais qui sont bien quand même. Et je leur ai posé des questions sur pourquoi tu surfes, c'est quoi, enfin qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie, qu'est-ce que tu ressens quand tu prends une vague. Et j'en ai fait un documentaire avec des moments de respiration, des moments plus cinématiques, qui regroupent toutes leurs réponses pour vraiment donner un avis général sur pourquoi les gens surfent en fait. Et moi j'adore ça, j'adore ça. Donc je trouve ça vraiment top, quoi. Si on résume, Incroyable. en étant un peu familier, en gros, tu pars du petit collégien qui se fait bolos, Ouais, c'est ça. et là, voilà, je croise les doigts. Peut-être la vidéo, je sais pas quand elle va être diffusée, mais ça se trouve à ce moment-là, voilà, tu seras à l'autre bout du monde, en train de filmer du surf et faire du surf. Aucune idée, mais il y a des chances, il y a des chances. Donc, Ça, c'est c'est incroyable. cool. Mais c'est pour dire que moi, encore une fois, ça je le répète tout le temps, moi je suis personne. Je suis pas un fils de ou je ne sais quoi. Après, bon, si quelqu'un, si vous êtes fils de ou je ne sais quoi, tant mieux, utilisez-le. Moi, je suis pas, j'ai pas été pistonné. Je pense que quel que soit, enfin, il y a des situations, des niveaux sociaux qui vont t'ouvrir des portes, etc. Mine de rien, voilà, tu as telle carte dans les mains. Je pense que les cartes, ça compte, Ouais, c'est ça, bien sûr. mais la manière dont tu les utilises, tu peux quand même vachement changer la donne aussi, quoi. Mais exactement, exactement. Moi, ce que j'ai fait, c'est pas, on m'a poussé quelque part, on m'a pistonné. C'est vraiment, j'ai travaillé sur moi, j'ai appris de mes erreurs, j'ai trouvé c'était quoi mes objectifs et j'ai fait une stratégie pour y arriver. Là, le projet de surf et la pointe, c'est vraiment, je me suis posé sur une table, j'ai pris un papier, un crayon, et j'ai fait OK. Wave dans 5 ans, c'est ça. Comment je fais? Hop, bah 3 ans en avant, ensuite 2 ans en avant. Je fais mes petits calculs, j'ai fait OK. Étape 1, créer une audience. Étape 2, je sais pas, créer une formation pour avoir du cash. Étape 3, créer des produits parce que j'aurai du cash pour le faire. Étape 5, tu vois, c'est étape par étape. Et même au-delà de ça, le fait que maintenant je parle devant une caméra, c'est encore du travail. Le fait que je sache comment faire des vidéos YouTube, c'est parce que j'ai démarché le youtubeur et que je suis allé à Paris. C'est vraiment, les opportunités, c'est moi qui me les ai créées. C'est pas on m'a introduit quelque part et j'ai eu de la chance. Après, oui, je pense qu'il y a une part de chance parce que je suis né en France. Ma monnaie, c'est l'euro. Ça, c'est indéniable. Voilà, c'est plus facile de faire ce que je fais quand t'es français et que t'es né à Pornic ou à Nantes que quand t'es un Sri Lankais né en plein milieu d'une ferme. C'est beaucoup plus simple de faire ça quand on a cette opportunité-là. Mais non, je pense que c'est un peu de chance, mais aussi beaucoup de travail. Et c'est pour ça j'encourage tous ceux qui regardent la vidéo à vraiment se dire s'il y a un projet que vous voulez faire, foncez. Je veux dire, Dans tous les cas, c'est sûr que enfin, dans tout projet qui nécessite de sortir de sa zone habituelle, vous allez être forcément confronté à des trucs pas faciles, que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas. La meilleure chose, moi, c'était d'oser juste poser des questions. Ouais, mais c'est ça. Mais s'intéresser, mais ça, il y a une différence. Et se détacher du fait que potentiellement, bah, peut-être qu'il y en a un qui sera pas super bienveillant et qui va rigoler parce que tu sais pas un truc. Et alors, quoi? Ouais. Et alors, une fois qu'il te l'aura dit, c'est bon. Mais faut s'intéresser aux gens. Moi, les gens que je connais qui posent des questions, qui me harcèlent de questions, etc., mais c'est ceux qui vont réussir le plus. Parce que quand t'as quelqu'un en face de toi, mais c'est comme toi, hein, je t'ai posé je sais pas combien de dizaines de questions, parce que je sais que pour l'instant, bah, toi, t'es à un niveau stratosphérique aussi, c'est trop bien. Bah, c'est génial. Je fais pas le tour du monde. Hein. Non, mais c'est parce que t'as pas forcément cet objectif-là. C'est ça. Mais dans ce que tu veux faire, tu développes à fond et ça se passe à fond, t'as plein d'activités, je trouve ça génial. C'est pour ça que je te pose plein de questions de temps en temps, que je t'envoie des messages vocaux interminables là. Ouais, c'est ça. Là, il envoie pas des messages vocaux, il m'envoie des podcasts. C'est ça, je t'envoie des podcasts pour poser des questions. Et parce que quand on est curieux, qu'on s'intéresse aux autres, déjà la personne qui reçoit la question, elle s'est un peu flattée parce que bah, on s'intéresse à elle. Et puis aussi, elle est contente de partager son savoir. Et puis toi, t'apprends quelque chose. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut encourager les gens à oser poser des questions. C'est que généralement, les gens sont quand même contents qu'on leur pose des questions parce que ça les met dans une position d'expert ou en tout cas de sachant. Ouais. Et c'est toujours un peu flatteur. Alors évidemment, si la personne est en train de faire quelque chose ou la harceler, il faut faire gaffe. Mais je pense que c'est plutôt un bon plan pour apprendre. Bah écoute, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Écoute, bah, j'ai hâte, je le dis souvent à mes invités, mais peut-être qu'on se retrouve d'ici 1 an ou 2 pour faire le point parce que justement, moi j'ai l'impression que toi
Tu viens de prendre le tremplin. Là. Toi, t'es juste, t'es là. Je suis là, au décollage là pour l'instant. C'est ça. Après, Après, rien ne va se passer comme prévu. on Hein. verra. Mais On verra bien. je pense que quoi qu'il arrive, tu sauras bien rebondir. On croise les doigts. Et donc par contre, même quand on prend un tremplin, faut négocier l'atterrissage. Hein, des fois. Ouais. Non, c'est vrai. Il faudra faire gaffe. C'est vrai. Voilà, il y a sûrement. Je suis sûr que cette année, 2022-2023, je vais recevoir des messengers. Putain, j'ai encore niqué mon appareil photo. J'ai pété mon MacBook. J'étais sur un cocotier en rappel sur un bras pendant que je faisais un plan avec un 600 mm là, et il y a le singe, il m'a poussé, je suis tombé. Ah putain, ouais. Je t'y ferais bien raconter cette histoire. Donc on verra bien. Voilà. Merci infiniment Hugo d'avoir pris le temps, c'est trop cool, je suis content d'avoir pu Avec grand plaisir. récupérer cette expérience parce que t'as 22 ans et t'as déjà vécu plein de trucs, c'est génial. Je tiens à remercier le Marius qui nous a accueillis pour l'interview, ce lieu qui est vraiment magnifique. Il y aura peut-être d'autres ici, je pense. Vraiment, c'est super et merci à eux. Je vous encourage à venir voir, déguster. Le menu est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, j'adore. On a fait 2-3 petits repas ici. Là, j'ai pris un petit déj. Il me semble en plus que tous les croissants et les pains au chocolat sont bien faits sur place et tout. Ouais. Incroyable. J'ai adoré. Trop. Ah, j'adore. Et même le tomahawk la dernière fois là. Oh là 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 là. Oui, c'est ça. tout dans la mesure. Ah ouais, j'adore. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine émission. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à laisser des commentaires, partager si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un d'autre, et à me contacter si vous avez envie de développer votre communication, développer votre entreprise. Voilà. Et allez checker les réseaux d'Hugo, Waved, que ce soit sur YouTube, Insta, Facebook. Exactement. Un peu de TikTok aussi. TikTok, ça va revenir. Ça va revenir, voilà. Là, ça va revenir. On mettra Avec plaisir. On mettra les références partout sur l'écran. Je comprends maintenant les youtubeurs quand ils savent plus où est-ce que ça doit être. Ouais, etc. à chaque fois, Moi, je dirais là. Allez. Moi, je veux dire là. Là. À bientôt pour une prochaine émission. Ciao. Ciao.